bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour le 270e épisode, après une petite interruption liée à un surplus de travail non podcastique. On parle aujourd'hui du régime de Vichy, des anciens combattants. Dans une semaine, ne manquez pas un grand entretien avec la médiéviste Claude Govard, autour de Jeanne d'Arc en particulier. Vous retrouvez le podcast, ses émissions, ses goodies, les références biblio, etc. sur le site parolehistoire.fr, sur sa chaîne YouTube. Et si vous êtes sur iTunes ou Spotify, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, c'est toujours apprécié. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Anne-Sophie Anglaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, vous venez de publier un livre issu de votre thèse, Au service du maréchal, la Légion française des combattants 1940-1944, aux éditions du CNRS, qui nous accueille aujourd'hui, on les remercie. C'est un livre qui m'a énormément intéressé et qui renouvelle par beaucoup de côtés l'historiographie, à la fois de la période de Vichy, de la France des années 30, on va en discuter ensemble. Je voulais vous demander d'abord, est-ce qu'on peut, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, préciser ce qu'est cette Légion que vous avez étudiée, et pourquoi c'est différent en particulier d'une autre légion peut-être plus connue, qui est la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Quand on parle de Légion sous Vichy, il peut y avoir parfois un petit malentendu. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec la Légion des volontaires français qui est postérieure et dont l'objectif c'est que des Français aillent se battre sur le front de l'Est avec les Allemands. En fait, la Légion française des combattants, ça a été créé bien avant en tout cas. C'est une organisation qui est créée par une loi d'août 1940. Dont l'objectif est de dissoudre toutes les associations d'anciens combattants qui existaient, qui avaient été créées dans les années 20-30, pour créer une organisation unique d'anciens combattants, à laquelle l'adhésion est volontaire, présidée par le maréchal Pétain. Donc c'est une organisation qui est très intéressante parce que c'est la seule organisation de masse du régime de Vichy, c'est-à-dire qu'elle va réussir à réunir environ 1 150 000 personnes uniquement sur la zone sud. Elle est interdite en zone nord et en zone italienne. Ensuite, si on intègre l'Empire, ça fait 1 500 000 personnes. Bon, malheureusement, moi, j'ai pas pu travailler sur l'Empire. Mais donc, elle est intéressante par sa masse et aussi par sa distribution sur le territoire, puisqu'elle est présente dans toutes les communes. L'idée, c'est de faire une section par commune pour diffuser un peu la bonne parole du gouvernement à travers cette légion. Alors, vous avez fait un livre qui est au croisement de l'histoire sociale, de l'histoire politique. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet, la Légion des combattants ? En fait, j'y suis arrivée un peu par hasard, comme toujours. Au départ, je travaillais sur la mémoire de la Grande Guerre. Je devais faire une thèse sur la mémoire de la Grande Guerre sous l'occupation, côté français comme côté allemand. Et c'est vrai que j'avais un peu peur, avec un sujet pareil, de finir un peu, avec un peu un inventaire à l'après-vert, de toutes les manifestations mémorielles qui partent un peu dans tous les sens. Et donc, pour donner un peu d'unité à mon sujet, je me suis dit que j'allais plutôt m'intéresser aux anciens combattants. Et il y avait déjà un travail sur la Légion française des combattants de Jean-Paul Cointet, donc je ne pensais pas forcément qu'il fallait le refaire. Mais en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait des sources qu'il n'avait pas du tout utilisées, qui étaient des sources individuelles, en fait, c'est-à-dire les fiches d'adhésion des légionnaires, qui n'ont pas été conservées dans tous les départements, mais dans certains départements. Et donc, quand j'ai vu ces sources-là, je me suis dit que là, il y avait une possibilité de complètement renouveler le sujet. Alors c'est intéressant parce parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui préparent une thèse, qui réfléchissent à des sujets, et c'est vrai que souvent on est confronté en histoire contemporaine au fait que l'historio est quand même bien balisé sur beaucoup de choses, et donc faire une thèse sur un sujet pour lequel il y a déjà une thèse, ça oblige du coup à changer d'angle, à changer de source, à construire l'objet autrement. C'est intéressant, à la fois c'est frustrant parfois parce que sur les choses, on va dire, très événementielles, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a fait Jean-Paul Cointet, c'est-à-dire par exemple, il y a un certain nombre d'ordonnances qui définissent le rôle de la Légion dans l'espace public. Bon, ça, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il a fait. En revanche, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça oblige justement à pousser plus loin l'analyse et à se poser plus de questions que ce que peuvent nous dire simplement les sources centralisées. Donc, c'est plutôt assez stimulant. Après, bon, évidemment, moi je considère que le travail de Jean-Paul Cointet n'était pas satisfaisant sur le sujet, sinon je l'aurais pas refait. Je pense que c'est plus ennuyeux quand on se retrouve face à des... par exemple, il y a beaucoup de gens qui reprennent un petit peu l'historiographie des anciens combattants dans les années 30. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est très intimidant quand on est face au travail d'Antoine Pro. Et donc, parfois, des grands livres comme ça peut bloquer l'historiographie pendant un moment parce qu'on n'ose pas trop s'y attaquer. Mais en revanche, oui, je trouve que c'est très stimulant. Ça pousse à regarder les sources autrement. Alors Antoine Pro, justement, il y a tout un dialogue à travers tout le livre avec Antoine Pro, parce que finalement, le travail qu'il a fait sur les anciens combattants dans les années 1920-1930, c'est aussi une source pour vous, parce qu'il a établi des données qui vous permettent de faire des comparaisons, de réfléchir à des dynamiques. C'est un atout, malgré tout, dans votre travail. C'est une source extraordinaire parce que donc Antoine Pro travaillait beaucoup de façon quantitative et moi je fais pas mal de quantitatif et donc notamment pour tout ce qui est sociologie des adhérents, je peux complètement m'appuyer sur ces données à lui.
pour essayer de voir s'il y a une continuité. Donc c'est pour ça, par exemple, que pour étudier les adhérents de la Légion, j'ai repris, par exemple, ces classifications socio-professionnelles parce que ça permettait d'établir une continuité avec les données d'Antoine Pro. Donc ensuite, sur certaines interprétations, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, des choses que je ne vais pas reprendre. Mais globalement, oui, pour moi, c'est une base et surtout vraiment une source de comparaison avec les années 30 qui fait que je peux reprendre. Je travaille à peu près sur la même population, en fait. Donc, il y a une continuité qui est très intéressante pour moi. Alors, continuité, justement, on va voir de quelle manière elle est questionnable, parce que c'est pas une continuité absolue, c'est une continuité compliquée. Pour rester un instant sur les sources, donc il y a une dimension de votre travail qui est quantitative. On perçoit parfois un peu peut-être la frustration de ne pas avoir eu plus de témoignages personnels. Vous en avez cherché, vous n'en avez pas trouvé énormément, pertinent en tout cas pour le sujet. Il y a un texte de Léon Werth hyper intéressant parce que lui, il est hyper critique avec la Légion, il est dépeint avec beaucoup de mordants, mais en revanche, des légionnaires des membres de cette association qui chaque jour noteraient ce qu'ils font, ça, c'est quand même difficile à trouver. Alors, j'en ai pas du tout trouvé. J'ai été chercher dans une base qui a été faite notamment par Françoise Passera à l'université de Caen, qui s'appelle Ego 3945, à laquelle j'avais un peu participé. Et ça m'a permis de chercher s'il y avait des journaux intimes de l'époque qui parlaient de la Légion à ce moment-là. Et en fait, il y a quasiment rien. C'est-à-dire que on va dire que le légionnaire de base n'écrit pas tellement son expérience parce que c'est une expérience très banale, contrairement à l'expérience de la Première Guerre mondiale, par exemple, qui a donné lieu à beaucoup d'écrits de la part de gens qui auparavant n'écrivaient pas. Là, on est dans une expérience très banale de sociabilité locale, dans des lieux qui sont des lieux du quotidien. C'est-à-dire que, à part les gens qui sont réfugiés, la plupart des gens, en fait, sont légionnaires dans leur commune, donc au milieu des gens qu'ils connaissent, etc. Donc, ça n'a pas tellement donné lieu à des témoignages. Bon, par ailleurs, après la guerre, évidemment, on n'en a pas beaucoup témoigné parce que c'était pas très glorieux. Ensuite, il y a quelques écrivains quand même qui en ont un peu parlé, dont Léon Werth, qui est le plus extraordinaire sur le sujet. Sinon, il y a quelques mentions à droite, à gauche, dans des témoignages, mais c'est assez rare, oui. Alors, vous utilisez aussi la presse légionnaire, parce que comme toute association d'anciens combattants qui se respecte, il y a des journaux, il y a des publications régulières, etc. Mais avec une analyse là aussi intéressante, pour ne pas tomber dans ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, l'inventaire à l'après-vert, l'analyse de discours un petit peu simplement impressionniste à partir des contenus, vous avez quantifié, vous avez compté, vous avez fait des analyses lexicométriques notamment. Oui, en fait, j'ai fait deux types d'analyses sur la presse légionnaire. D'abord, j'ai pris ce que j'ai considéré comme les éditoriaux, c'est-à-dire les textes qui étaient mis en valeur sur la première page. Et effectivement, là, j'ai fait une analyse lexicométrique, donc avec des types d'analyses qui, en fait, découpent des segments de texte et essayent de voir quels mots sont souvent ensemble dans les mêmes segments. Et donc ça permet d'extraire ce qu'on appelle des classes de discours, ce qui permet en fait d'extraire des grandes thématiques de la presse légionnaire. Et ensuite, au sein des thématiques, on peut regarder les co-occurrences, c'est-à-dire tel mot. Par exemple, si on a le mot politique, c'est intéressant, mais il faut savoir comment on la qualifie. Donc en général, politique, dans la presse légionnaire, ça ne va pas avec un adjectif très, très positif. Oui, c'est la politique des partis, de la République qui a mené à l'abîme, etc. Voilà, la politique, c'est très très mal. Ce qui est bien, c'est l'action civique. En fait, c'est exactement la même chose, mais eux n'aiment pas le mot politique. Ce qui était déjà le cas des associations d'anciens combattants, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait un autre type d'analyse qui était plus une analyse de contenu un peu sommaire, c'est-à-dire à partir des titres, pour voir quels étaient les sujets, des titres d'articles, en fait, de tous les articles, pour voir quels étaient les sujets les plus abordés. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce type d'analyse, c'est que quand on lit la presse, peut-être que ce qui nous marque le plus, c'est les discours les plus extrêmes, qui font partie de l'organisation et qui sont importants, mais on se rend moins compte qu'une bonne partie de la presse est encore consacrée à des problématiques complètement combattantes, donc des questions de droit des anciens combattants, des questions de pension, des choses comme ça, et que même dans les éditoriaux, par exemple, on a un vocabulaire qui est très proche du vocabulaire des journaux combattants de l'entre-deux-guerres. Et par exemple, toute cette histoire de ville politique, ça, c'était déjà le cas dans l'entre-deux-guerres. Donc là aussi, il y a une comparaison qui peut être faite avec le travail d'Antoine Pro. Pour rester un instant sur les sources, il y a aussi des sources iconographiques et des sources filmées, parce que ces anciens combattants, ils ont participé à des cérémonies publiques qui ont parfois été filmées, avec des formes de mise en scène, différentes d'ailleurs, suivant les manifestations. Comment vous en êtes servi ? Alors, c'est très compliqué, les sources iconographiques, parce qu'évidemment, c'est beaucoup des images de propagande. Donc il ne faut pas trop les prendre au pied de la lettre. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'était de voir quelles étaient les attitudes des légionnaires sur ces films. Donc en considérant que c'était quand même toujours un peu les manifestations idéales du régime de Vichy, c'est celles qu'on met en valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ces manifestations idéales, on n'est pas du tout dans des attitudes très strictes. Il n'y a pas d'uniforme, par exemple. Il n'y a pas une grande militarisation. Il y a des gestes...
Même le béret n'est pas toujours porté de la même façon. Non, en fait, le béret n'est pas toujours porté. Déjà, il est porté dans les grandes manifestations, mais sans doute beaucoup moins dans les petites communes. Et en fait, quand il est porté dans tous les sens. Et il y en a qui le portent en arrière, en avant, et puis il y en a qui ont 3 insignes, parce qu'en fait, les insignes, on les achète aussi pour faire des actes de charité. En fait, c'est des collectes. Donc, on peut mettre 3 insignes à 3 endroits différents. Et surtout, ils s'habillent, ils mettent leur costume élégant, mais ils n'ont pas d'uniforme. Et ils défilent. Oui, c'est pas les chemises noires à Milan, quoi. Pas du tout. C'est pas les chemises noires à Milan. Et ils défilent un peu n'importe comment, en fait. Quand on regarde vraiment sur les films et les photographies, alors souvent, parfois, il y a des angles qui nous permettent pas tellement de voir, et je pense que c'est un peu fait exprès. Mais il y a des photographies où on en voit qui poussent des vélos. Enfin, c'est des cortèges plus que des défilés militaires. Donc ça reste quelque chose d'assez peu militarisé. Ce qui renvoie au fond à un débat qui a existé, et ça fait partie des grands débats historiographiques que vous affrontez, c'est la question de la nature de Vichy, la question de la nature fasciste ou pas de Vichy, qui a été un sujet très très conséquent de débat historiographique. Et l'un des critères du fascisme, à un moment en tout cas, ça a été dans l'historiographie de dire, pour qu'il y ait fascisme, il faut qu'il y ait parti unique. Alors comment votre recherche permet de reposer ces questions ? Alors disons que j'ai pas voulu reprendre exactement la question du fascisme, parce que c'est sous cet angle qu'avait été déjà étudiée la Légion par Jean-Paul Cointet, qui avait justement essayé de déterminer si la Légion était un parti unique. Ce qui est effectivement un critère discutable, comme tous les critères de définition du fascisme. Mais en tout cas, si on l'admet, la Légion serait la seule organisation qui pourrait faire office de parti unique sous le régime de Vichy. Donc moi, je suis assez d'accord avec Jean-Paul Cointet qu'on ne peut pas comparer la Légion au parti nazi ou au parti fasciste. C'est une organisation qui est assez impuissante, qui cherche à s'imposer parfois dans l'État, mais qui n'a jamais un véritable pouvoir. Donc c'est assez incomparable. Ensuite, pour moi, une fois qu'on a dit ça, le gain heuristique, il est assez faible. Et ce qui est intéressant plutôt, c'est de se rendre compte que la Légion témoigne de l'imprégnation quand même antidémocratique d'une bonne partie de la société française, donc des gens qui n'ont aucun problème à rentrer dans un mouvement qui est présidé par quand même un dictateur qui a mis à bas la République. Alors ça nous renvoie au titre de votre livre, à ce point d'interrogation qu'il faut questionner, parce que je l'ai lu tout à l'heure, le titre, mais au service du maréchal, il faut marquer ce point d'interrogation, il y a un point d'interrogation à la fin, et je pense que c'est l'une des questions fondamentales que vous posez, dans quelle mesure on peut qualifier les anciens combattants, d'abord, qu'est-ce qu'un ancien combattant ? Est-ce que tous les anciens combattants sont dans la Légion ? C'est plus compliqué. Mais ensuite, est-ce qu'on peut qualifier ceux qui sont dans la Légion de fidèles du maréchal, comme le régime lui-même, évidemment, essaie de le rappeler. On peut d'ailleurs peut-être passer le petit extrait audio du discours de Pétain le 17 juin 1940, au moment où il dit qu'il va demander l'armistice, puisqu'il est question déjà des anciens combattants. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Alors, pour Pétain, pour Vichy, c'est une évidence, les anciens combattants sont du côté du maréchal. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors pour Pétain, pour Vichy et pour une bonne partie des historiens, c'est ça qui est intéressant, c'est que on arrive à la question du maréchalisme. Donc le maréchalisme, c'est une notion qui a un énorme succès historiographique, mais qui, à mon avis, n'est pas du tout fondée empiriquement. Simplement, elle a été tellement reprise dans l'historiographie qu'on n'a plus besoin de se justifier en fait quand on l'utilise. Un peu comme la brutalisation sur un autre plan. Voilà, alors il faut rappeler peut-être, c'est Jean-Pierre Azéma qui est le premier à faire cette distinction. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le livre où il fait cette distinction, au départ, c'est une notion, encore une fois comme la brutalisation, qui n'a pas tant de place que ça dans son livre. Donc la distinction, c'est le maréchalisme, pour lui, ce serait l'attachement émotionnel au maréchal, alors que le pétainisme serait plutôt l'accord idéologique avec sa politique. Et surtout, quand on parle de maréchalisme, en soi, pourquoi pas, mais en général, ce qu'on en dit, c'est que la majeure partie de la population était maréchaliste, et ça serait supposé être encore plus vrai pour les anciens combattants, puisque les anciens combattants ont combattu sous les ordres de Pétain. Donc là, en fait, ça remonte assez loin, puisqu'on arrive en quelque sorte au mythe de l'armée nationale, l'idée selon laquelle les soldats seraient forcément attachés à leur chef, en supposant que Pétain soit le bon chef, etc. À mon avis, ça n'a pas vraiment de valeur explicative pour la Légion, d'où le point d'interrogation du titre.
Évidemment, c'est très difficile d'essayer de vérifier ce type d'affirmation générale sur l'opinion publique, mais j'ai essayé de chercher des indicateurs. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des pics d'adhésion à la Légion au moment des apparitions publiques du maréchal, au moment de ses discours radiodiffusés? Pas du tout, ça n'a aucun effet. Est-ce que quand les anciens combattants viennent adhérer, on leur parle du maréchal? C'est pas certain, c'est-à-dire que contrairement à d'autres catégories de population, ils ne prêtent pas serment au maréchal Pétain, ils prêtent serment à la France, ils jurent d'aider leurs camarades, etc. Mais il n'est pas question du maréchal Pétain. Donc, il y a quelques indicateurs comme ça qui peuvent montrer que, en fait, l'adhésion à la Légion n'a pas de lien direct avec la propagande autour du maréchal Pétain. Ça ne veut pas dire qu'un certain nombre d'anciens combattants ne trouvaient pas que c'était un vieillard vénérable ou je ne sais pas quoi d'autre, mais ça veut dire que ça n'a pas un potentiel explicatif très fort. Et donc, à mon avis, si ça n'a pas un potentiel explicatif très fort pour les anciens combattants, c'est une notion qu'on peut quand même remettre en question de façon générale pour la société française sous Vichy. Alors, il y a d'autres indices qui vont dans ce sens, et il y a un passage que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, c'est dans tout le premier chapitre, lorsque vous décrivez comment est née la Légion, elle remplace de manière autoritaire et arbitraire, parce qu'on ne leur demande pas du tout leur avis, elle remplace les associations existantes. Or, ces associations, elles étaient très nombreuses, il y avait 2 très grosses associations, l'Union fédérale, l'UNC, l'Union nationale des combattants, puis il y en avait plein qui étaient plus catégorielles ou plus locales, etc. Et lorsqu'on regarde comment se fait ce passage d'une myriade d'associations, avec une diversité politique, sociale, etc., à une structure unique, on se rend compte que le passage n'est pas automatique et pas si simple pour tout le monde. Oui, en fait, c'est la question de l'effectivité de la loi. Parce qu'on dit toujours que la loi du 29 août 40 crée la Légion, mais en réalité, la Légion met beaucoup, beaucoup de temps à s'installer sur le territoire, et notamment parce qu'une de ses conditions, c'est qu'il faut dissoudre les anciennes associations. Les anciennes associations n'ont pas forcément envie de se dissoudre pour tout un tas de raisons. Alors, il y a des raisons qui sont simplement, semble-t-il, sentimentales, c'est-à-dire que, notamment les cadres, jouaient un rôle important dans leur association depuis 20 ans, et tout à coup, on leur demande de passer la main. Et il y en a beaucoup, et il faut le dire, ça les vexe. Donc, ils refusent. Mais il y a aussi des questions plus complexes. Par exemple, les associations jouaient un rôle qui n'est pas totalement repris par la Légion, un rôle notamment d'aide aux invalides, à certaines invalidités particulières. Alors, la loi leur permet, dans certains cas, de subsister dans ces cas-là, mais en fait, c'est assez compliqué. Par ailleurs, elles jouaient aussi des rôles de mutuelle, parfois. Donc là, ça ne peut pas être repris par une organisation unique, un peu centralisée. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on remarque qu'il y a vraiment des divergences politiques au niveau du passage dans la Légion. C'est-à-dire que c'est difficile de retrouver vraiment les associations récalcitrantes, puisqu'elles se cachent, en fait. Mais dans les associations récalcitrantes, dans les sections des récalcitrantes, c'est plutôt des organisations classées à gauche, comme l'Union fédérale. Et surtout, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les associations classées à droite, en revanche, ne posent jamais de problème. C'est-à-dire que l'UNC, au contraire, j'ai trouvé plusieurs fois dans les sources des responsables locaux qui étaient vraiment très élogieux parce que la section de l'UNC était venue donner ses biens immédiatement, s'était dissoute sans problème. Donc il y a vraiment quand même une divergence politique qui est marquée, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser... Il y a parfois des discours selon lesquels, au moment de la rupture de 1940, en quelque sorte, les divergences politiques n'auraient plus d'importance par rapport au rapport au régime, au rapport au maréchal Pétain. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que les divergences politiques, elles continuent à être importantes. Ce qui veut dire aussi que votre travail réinterroge la coupure de 1940 en prolongeant sur ce terrain précis les analyses de Gérard Noiriel, les origines républicaines de Vichy en 1999, qui avait beaucoup fait réagir, et pas toujours positivement, on va dire, les historiens spécialistes de Vichy, parce qu'il s'était attaché à montrer qu'un certain nombre de logiques de l'État, notamment de logiques discriminatoires envers les indésirables, les nomades, les juifs également, finalement prenaient leurs racines dans des législations des années 1930 sous la République. Et là, vous montrez aussi que une partie de ces anciens combattants qui deviennent au service du maréchal, parce qu'il y en a qui sont convaincus, il y en a qui vont endosser ce rôle de façon tout à fait décidée, volontaire, finalement ça prolonge pour eux une série d'engagements politiques ou d'engagements associatifs qui étaient déjà militants, qui étaient déjà même en partie anti-républicains ou hors, on va dire, de la politisation démocratique. Bien sûr, ce qui est très frappant dans la Légion, c'est la grande importance notamment de 2 organisations, donc un parti politique, le Parti social français, et une organisation d'anciens combattants, l'Union nationale des combattants, qui en fait sont 2 organisations très proches. Et les militants de ces organisations deviennent en grande partie les cadres de la Légion française des combattants.
Et donc, on voit qu'il y a un transvasement qui est assez simple entre les deux types d'organisations. Ça, c'est intéressant parce que aussi bien les associations d'anciens combattants dans l'entre-deux-guerres que le PSF ont parfois été présentés comme des sortes de boucliers républicains qui auraient permis justement à la France d'échapper au fascisme. Alors, je ne dis pas que ce sont des organisations fascistes, mais je dis que ce sont des organisations très clairement antidémocratiques et que le discours qu'elles tenaient dans l'entre-deux-guerres, qui était très hostile à la République, très hostile au régime, visiblement n'était pas un discours dans le vide, puisqu'au moment où ils ont la possibilité de mettre en acte ce discours, ils le font sans aucun problème. D'une façon plus générale, alors il faut quand même vraiment garder cette distinction entre les organisations, notamment les organisations combattantes, mais d'une façon plus générale, je pense que le discours anciens combattants, qui n'était pas que anciens combattants, mais qui était notamment celui des anciens combattants, qui était assez anti-parlementaire, et assez hostile à la République, a quand même des effets sur une bonne partie de la population. C'est-à-dire qu'au-delà de ces militants très engagés, il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à la Légion et qui n'y feront pas grand-chose, qui sans doute ne sont pas très politisés, mais pour lesquels on peut penser que l'exposition à ce discours pendant l'entre-deux-guerres a joué un rôle. C'est-à-dire que, encore une fois, quand ils ouvrent la presse légionnaire et qu'ils y voient de la critique de la République, il n'y a pas une grande différence avec ce qu'ils pouvaient lire 2 ans auparavant. Et donc ça, il y a une forme d'accoutumance, en fait, à un type de discours qui, à mon avis, a un rôle. Vous établissez aussi une sociologie de ces légionnaires pour montrer qu'il y a à la fois là aussi des continuités avec l'avant-guerre, mais aussi de légers changements. Le fait que les associations d'anciens combattants avant la guerre étaient très ancrées dans le monde rural et qu'elles jouaient vraiment un rôle de sociabilité rurale. Et là, on a l'impression que la Légion, elle mord moins sur le monde rural. Il y a des gens qui cotisent un peu par habitude parce que ça prend la suite de l'ancienne association, mais que les cadres et les gens actifs, on va plutôt les trouver dans les petites villes. Et c'est un mouvement plus urbain, tendanciellement plus urbain que dans l'entre-deux-guerres. Alors, disons que c'est un mouvement qui, en tout cas, oui, est beaucoup plus actif dans les villes. C'est-à-dire qu'il est très présent quand même dans le monde rural. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs sont peut-être pas présents à hauteur de leur part dans la population, mais ils sont quand même assez présents. Simplement, c'est vrai que les sections des plus petites communes, en général, ne font pas grand-chose. En revanche, dans les chefs-lieux, dans les villes moyennes, là, ce sont des sections plus actives. Alors, c'est là, justement, qu'elles sont présidées souvent par d'anciens membres du PSF. Pourquoi ? Parce que les membres du PSF, de toute façon, on ne pouvait pas en trouver pour présider toutes les sections. C'était un parti qui n'était pas si présent que ça dans ce qui va devenir la zone sud. Donc, ils sont plutôt présents, et c'est un parti plutôt urbain. Donc, ils sont plutôt présents, effectivement, dans les villes moyennes. Et c'est là qu'on va trouver une assez grande activité, avec beaucoup plus de réunions, avec beaucoup plus de propagande. Et ça s'explique aussi par le fait que ce sont des sections qui ont beaucoup plus de subventions, en fait, ont plus d'argent, et donc ont une activité qui est beaucoup plus multiforme. Alors, ils font des activités de charité, des activités de propagande, mais en tout cas, tout se concentre effectivement plutôt dans les centres un peu urbains. Alors, c'est quoi, on va pas dire une journée type du légionnaire, parce qu'ils font quand même pas que ça, mais on va dire une année type d'une section de la Légion sous Vichy, mettons à Limoges, qui fait partie des endroits que vous allez étudier. Ça fait quoi des légionnaires qui sont engagés dans cette association? Alors, à Limoges, encore une fois, c'est pas représentatif des petites communes d'à côté. Donc à Limoges, il y a beaucoup de cérémonies. Donc il y a beaucoup de rituels. Donc par exemple, ce que vont faire les légionnaires très régulièrement, c'est le lever des couleurs. Donc ça, ils se réunissent très régulièrement le dimanche pour lever les couleurs à côté du monument aux morts. Donc là, il y a encore une reprise de ce qu'ils pouvaient faire avant-guerre, c'est-à-dire que le monument aux morts reste un point d'ancrage central, mais c'est détourné dans un sens beaucoup plus patriotique et beaucoup plus en faveur du régime. Oui, parce qu'on inclinait plutôt le drapeau devant les morts, là on lève les couleurs, donc ça n'a pas exactement le même sens. Le rapport à la guerre est moins marqué par le deuil, et plus marqué par le sacrifice nous oblige à rénover la France, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est beaucoup plus nationaliste en fait que c'est simplement un hommage aux morts. Ensuite, ce qu'ils vont faire d'autre, c'est pas mal d'actions de charité. Donc la Légion justifie son existence en partie par le fait qu'elle viendrait en aide aux Français dans le besoin. Donc ces actions de charité, elles peuvent prendre plusieurs formes. Alors ils évitent au bout d'un moment les collectes trop simples parce qu'il y a une loi qui les oblige à ensuite donner l'argent au Secours national. Donc ils font plutôt des actions récréatives, de loisirs, des ventes d'objets aussi, donc les ventes d'insignes, les ventes de portraits du maréchal ou des choses comme ça. Et ils font pas mal d'actions récréatives. Pour les légionnaires les plus militants, ils peuvent aussi s'occuper de choses comme des restaurants collectifs dans lesquels on peut prendre des repas à moindre coût. Bon, en fait, c'est des réalisations qui sont beaucoup mises en avant, mais dont l'effet n'est pas si important.
Et puis, pour les légionnaires de base, on va dire que ça s'arrête là. Hein, c'est pas une activité très importante. Il y a quand même des grandes cérémonies au moment de l'anniversaire de la Légion, au mois d'août, et puis au moment de certaines dates clés. Ensuite, pour les cadres, il y a beaucoup d'administratifs en fait dans ce type de section. Donc, ils gèrent les rentrées d'argent, les adhésions. Donc, il y a des cadres qui sont parfois... les cadres, en général, sont bénévoles, mais il y a quand même des salariés aussi dans la Légion, dans ce type de section, pas dans les petites sections. Avec, on le voit dans votre livre, une frustration entre le discours du régime qui les met en avant, Pétain qui insiste que la Légion est directement sous ses ordres, que c'est un organisme qui compte parce que c'est les forces vives du pays sur lesquelles la régénération va se faire. Enfin, vraiment, tout le discours de la Révolution nationale donne une place importante à la Légion, mais cette place importante, en fait, elle est totalement marginalisée, aussi bien côté charité par le Secours national que côté action publique par les autorités, les mairies, les préfectures, qui ne veulent pas du tout que les légionnaires se mêlent, finalement, de ce qui ne les regarde pas. Oui, alors le rêve des légionnaires les plus militants, c'est vraiment d'avoir leur mot à dire sur tout. Donc ça fait, chez les légionnaires les plus militants, ça fait certainement partie un peu de leur journée type aussi, c'est d'essayer de donner leur avis sur tout. Et en général, les pouvoirs publics ne veulent pas tellement les entendre. Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y a une très bonne entente entre le préfet, par exemple, et le dirigeant légionnaire. Donc là, il peut être beaucoup plus consulté. Mais sinon, ce qu'on remarque en général, c'est que les dirigeants légionnaires essayent de donner leur avis sur la façon dont il faudrait gérer le marché noir, voire aimeraient parfois s'instituer en police du marché noir, demandent à pouvoir surveiller les queues devant les magasins, etc. Mais évidemment, ça, pour les pouvoirs publics, c'est plutôt une nuisance parce que c'est pas du tout une garantie d'efficacité. Donc ils n'en veulent pas. Donc il y a effectivement une très grande frustration de la part notamment des cadres qui n'arrivent pas du tout à s'imposer comme des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics, et c'est une frustration qui va augmenter en fait au fur et à mesure des mois, puisqu'au départ ils espèrent toujours avoir un rôle de plus en plus grand et ça n'arrive pas. Et ensuite là, à partir du moment, on va peut-être revenir là-dessus, mais à partir du moment où la milice est créée en 1943, là un certain nombre de cadres comprennent que finalement ils n'auront jamais un rôle plus important et qu'ils ne seront jamais les interlocuteurs privilégiés du régime. Alors justement, cette milice, ça a déjà été étudié, mais c'est important de le rappeler, c'est d'une certaine façon une forme d'autonomisation d'une partie des gens les plus engagés dans la Légion qui justement étaient frustrés de ne pas y faire grand-chose et qui, menés par Darnan en particulier, vont trouver une forme d'action particulière, d'abord dans la Légion puis en dehors de la Légion, qui devient vraiment un bras armé répressif. Oui, en fait, la milice, c'est une création de Joseph Darnan, qui était au départ le président départemental de la Légion des Alpes-Maritimes et qui était déjà connu pour être un peu une tête brûlée, on va dire, pour son action pendant les deux guerres. Il avait participé à des coups de main, donc il avait cette image d'homme très actif. Et lui trouvait que la Légion, c'était très mou, finalement. Donc il avait commencé par créer un groupement qui s'appelait le Service d'ordre légionnaire, qui a été d'abord une création locale, très tôt, et qui ensuite a été étendue à l'ensemble des sections départementales, en 1942. Donc ça devait être une sorte de service d'ordre qui devait un peu encadrer des manifestations. Encore une fois, le rôle du service d'ordre est pas non plus très clair, c'est-à-dire que c'est pas non plus une milice, ils sont pas forcément armés. Oui, ça dépend aussi un peu des conditions locales, parce qu'on a l'impression qu'il y a des endroits où ils ont un peu plus les mains libres pour aller s'en prendre, même physiquement, à des gens qu'ils considèrent comme des gens suspects de gaullisme, etc. Puis des endroits où ils sont plus légalistes. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits où ils n'existent quasiment pas, puisque leur existence est étendue à toute la zone sud début 1942, et en fait la milice prend son autonomie début 1943, et donc le temps passant, il y a des endroits où le service d'ordre n'est créé que fin 1942, donc il n'y a quasiment pas de SOL dans une bonne partie sans doute des départements. Dans certains départements, effectivement, ils sont plus actifs, et là, ils peuvent être... Alors, ils n'ont pas de réel pouvoir donné par les autorités, mais ils peuvent être très très nuisibles, parce que ils s'en prennent à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis, donc le notable local accusé de gaullisme ou l'internat où il y a des élèves juifs. Et en général, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air, dans ces cas-là, d'être réprimés par les autorités. C'est-à-dire notamment Laval, parfois, se range de leur côté, donc refuse qu'ils soient sanctionnés. Donc, ils ont un pouvoir de nuisance qui est certain. Mais, encore une fois, qui est limité à certains endroits, sans doute. En parlant de ce pouvoir de nuisance, les anciennes associations d'anciens combattants, elles avaient des membres juifs dans leur rang, évidemment. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans la Légion ? Alors, en théorie, ils ont le droit d'adhérer s'ils ont la carte du combattant. Donc, c'est une exception, d'ailleurs, qui reprend les exceptions du statut des juifs. On considère que les juifs qui ont servi la patrie et qui peuvent le prouver peuvent être exemptés. Ensuite...
c'est difficile de savoir s'ils adhèrent, s'ils continuent à adhérer. Alors le seul indice que j'ai, c'est dans la section des Bouches-du-Rhône, où je crois que c'est en 1942, les dirigeants se mettent en tête de certainement d'épurer la section et donc vont lire tous les noms des adhérents et relèvent ceux visiblement qui ont une consonance juive ou étrangère. Et dans ces cas-là, ils les convoquent à la section. Donc, dans quel but exactement, on ne sait pas. Bon, la plupart, en fait, ne se présentent pas et sont radiés pour indiscipline. Donc, on peut penser que s'ils ne se présentent pas à ce moment-là, c'est qu'ils ont quand même compris que la Légion n'était pas forcément un endroit favorable. Ensuite, voilà, normalement, ils gardent le droit de faire partie de la Légion s'ils ont été combattants. Alors, tout ça montre que ça permet d'interroger une catégorie qui est parfois mobilisée aussi dans l'historiographie, qui est celle d'une organisation apolitique, de quelque chose qui est apolitique, parce qu'en fait, effectivement, une organisation qui distribue des colis, qui fait des collectes, etc., on pourrait la juger comme telle, mais quand on regarde les pratiques et quand on regarde la sociologie, on se rend compte que dirigée par des cadres du PSF, anciennement les Croix de Feu, excluant dans certains cas les anciens combattants juifs, il n'y a rien d'apolitique dans une telle organisation. Ah, c'est pas du tout apolitique. D'ailleurs, la distribution de colis, l'aide, en fait, ça n'est jamais apolitique, ce type d'action charitable. Ça a été déjà montré sur le Secours national, par exemple, par Jean-Pierre Lecrom. En fait, c'est aussi une façon d'exercer un ascendant sur les populations et de justifier son existence. Par exemple, sur les actions de charité, ils mettent en place ce qu'ils appellent les dames SMS, c'est le service médico-social, qui doivent se rendre en fait chez les gens pour voir s'ils méritent d'avoir des secours. Et donc là, on voit qu'il y a un discours très paternaliste sur telle femme qui tient pas bien son intérieur, etc. Donc là, il y a vraiment tout un discours moral derrière. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte justement que ces actions-là, elles sont très présentes dans les sections où les actions répressives sont aussi très présentes. C'est-à-dire que là où justement le service d'ordre existe, là où il est un peu actif, c'est là aussi qu'on va faire le plus de collectes, qu'on va mettre le plus en avant, l'aide aux prisonniers, etc. Donc c'est vraiment ces actions-là sont vraiment un moyen d'avoir une influence sur la population, mais ça n'a rien d'apolitique. Un autre élément qui va dans ce sens, c'est le fait que même si la Légion dans son ensemble ne se livre pas à cette pratique, il y a une partie des membres de la Légion et une partie des journaux aussi de la Légion qui alimentent la pratique de la délation, qui contribuent soit de manière nominative en disant un tel a usurpé tel droit, etc., soit de manière beaucoup plus générique en disant il y a encore dans notre département des profiteurs et des juifs et des étrangers louches, etc. Mais cette ambiance délatrice, la Légion y participe. Oui, elle y participe complètement. Alors après, je ne suis pas sûre qu'au niveau individuel, les légionnaires soient plus délateurs que la moyenne des Français. Évidemment, ça c'est très très difficile à savoir. Mais je me suis un peu intéressée aux courriers des légionnaires. La plupart des courriers ne sont pas des courriers de délation, en fait. Les courriers qui ont été conservés, c'est beaucoup des courriers de plainte, effectivement. Et ensuite, la question de savoir ce qui vraiment constitue une délation, ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans des dénonciations génériques, est-ce qu'on est vraiment dans la délation ? Souvent, il n'y a pas de nom vraiment cité. En revanche, ce qui est certain, c'est que la presse légionnaire, de même que le régime de façon générale, encourage la délation tout en disant qu'elle ne veut pas trop de délation. Donc, on encourage les légionnaires à rapporter à leur chef de section les choses qui ne vont pas, à faire remonter les problèmes, etc. Tout en disant, évidemment, la délation anonyme, c'est très très mal et on n'en veut pas, mais quand il y en a qui arrivent, en fait, on les traite quand même. Mais donc ça, c'est tout à fait, ça rentre tout à fait dans le discours général de Vichy, qui est d'avoir un discours moral un peu réprobateur de la délation, mais en fait d'encourager à faire remonter aux autorités tout ce qu'on pourrait remarquer. Alors, on renvoie sur toutes ces questions aux travaux de Laurent Joly en particulier, parce que c'est des questions compliquées sur le plan méthodologique, mais aussi très très intéressantes. On sait qu'à Vichy, dans les institutions vichistes, dans le personnel, on va dire favorable à la Révolution nationale, il y a aussi eu, notamment à partir de 1942, une inflexion avec des gens qui ont rejoint la résistance, des gens qui ont eu une tentation résistante. Est-ce que dans la Légion, on va retrouver ce type de dynamique ? Alors oui, on retrouve des résistants dans la Légion, encore une fois, pas tellement plus que dans l'ensemble de la population française. Bon, ce que j'ai pris comme source, qui est évidemment une source très, très critiquable, mais c'est les cartes de volontaires de la résistance. Si on compare, on a une proportion de légionnaires qui est à peu près conforme à la proportion générale dans la population française. Ensuite, évidemment qu'il y a des légionnaires qui vont partir vers la résistance. Pour moi, ça n'est pas du tout incompatible, par ailleurs, avec un accord idéologique avec la Révolution nationale. C'est-à-dire que je pense que la Légion reste de toute façon un instrument de la Révolution nationale, même au moment où elle n'est plus vraiment appliquée par le gouvernement. Et on peut très bien être conservateur et réactionnaire et ensuite vouloir combattre l'occupant allemand. C'est pas du tout une antithèse.
ce qui est intéressant quand même quand on regarde l'engagement résistant des légionnaires, c'est que ça n'est jamais un engagement ensemble. C'est-à-dire que si on regarde ceux qui partent dans la milice, en fait, ils partent à plusieurs. Ils y vont à plusieurs, donc on voit que ça vient de leur sociabilité au sein de l'organisation. Les légionnaires, j'ai regardé par exemple dans les bureaux départementaux, les cadres départementaux, les cadres communaux. Parfois, je trouve un résistant, mais j'en trouve pas plusieurs en fait. Ils sont pas, l'organisation n'a joué aucun rôle dans le fait qu'ils partent dans la résistance. Vous avez parlé des Allemands, on a l'impression que c'est les grands absents de cette histoire, que pour les Allemands, c'est pas quelque chose de très important, mais aussi, et c'est plus paradoxal, pour les légionnaires eux-mêmes, l'Allemagne, c'est presque un non-sujet. Ils font comme s'il n'y avait pas d'occupation, il n'y avait pas de guerre. C'est quand même pour beaucoup des gens qui ont combattu l'Allemagne 20, 25 ans plus tôt, mais là, ça tient très peu de place dans leur discours, alors qu'on aurait pu attendre un positionnement par rapport à la guerre, etc. Là, on a l'impression qu'on veut surtout éviter d'y penser. Ah bah ça c'est assez fascinant quand on lit la presse légionnaire, c'est qu'on ne parle pas du tout des Allemands. Peut-être que j'ai trouvé une occurrence. Quand on parle du vainqueur, c'est même pas l'Allemagne en fait, c'est le vainqueur de demain peut-être. Donc, mais ça c'est tout à fait typique du régime de Vichy, c'est-à-dire c'est l'idée de faire comme si l'occupation n'existe pas et qu'on pouvait redresser la France de notre côté. Donc les légionnaires. Très clairement, ça n'est pas un sujet au sein de la Légion. Donc, il y a sans doute des attitudes individuelles un peu diverses à ce sujet-là. Mais c'est pour ça que, en soi, ça n'est pas incompatible avec la notion de résistance, parce que on ne demande pas du tout aux légionnaires d'approuver la collaboration, par exemple. Alors, on leur demande de ne pas critiquer le gouvernement, mais on ne leur demande pas ouvertement d'approuver la collaboration avec l'Allemagne. Bon, si ce n'est quand même, il y a eu un discours de Laval devant les cadres dirigeants de la Légion où il avait testé pour la première fois son « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Donc ça, c'était devant les présidents départementaux de la Légion, mais bon, c'était devant une sélection de cadres, c'était pas du tout devant la base, les adhérents en général. Donc oui, ils veulent ignorer totalement les Allemands et de leur côté, les Allemands ne s'intéressent pas du tout à la Légion, c'est-à-dire qu'ils l'interdisent au départ en zone nord parce qu'ils ont un peu peur que ce soit un groupement paramilitaire et ensuite, à partir du moment où ils envahissent la zone sud, ils ont déjà bien compris que c'était pas très actif et ils s'y intéressent pas du tout. Donc en somme, on voit une organisation qui est prise entre des contraintes insolubles pour elle, un État qui en parle mais qui ne lui fait pas confiance, des Allemands qui l'interdisent en zone nord, une population qui y trouve son compte quand il s'agit de collecter des pensions, mais finalement beaucoup de gens aussi s'en tiennent à distance parce que c'est pas exactement leur orientation idéologique. Donc il y avait finalement peu de conditions réunies pour que ça devienne quelque chose de structurant pour le régime au-delà du discours. Oui, c'est vrai, et en même temps c'est aussi ce qui a permis sans doute le passage assez simple des organisations de l'entre-deux-guerres à cette organisation-là, et aussi, à mon avis, ce qui permet le retour des associations d'anciens combattants après 1945. C'est-à-dire que la Légion, n'ayant pas tellement agi, est considérée comme, on va dire, par la France libre, elle est considérée comme une erreur, en fait. Le fait d'avoir fait partie de la Légion, c'est considéré comme une erreur. En même temps, on ne peut pas, quand on veut réconcilier les Français, s'en prendre à autant d'anciens combattants, c'est pas tout à fait compatible. Donc, par exemple, la Légion n'est pas classée parmi les groupements antinationaux, contrairement à la milice, contrairement au SOL. Et donc, ça permet aussi aux organisations d'anciens combattants de se reconstituer assez facilement. Oui, il y a une faible épuration de la Légion en tant que telle, quasiment pas d'épuration de la Légion en tant que telle, et quelques légionnaires individuels. Voilà, il peut y avoir certains grands dirigeants, parce que là, on considère qu'ils se sont compromis, mais en tout cas, avoir fait partie de la Légion, ça n'est pas quelque chose de condamnable en soi. Et donc, en fait, cette impuissance de l'organisation, paradoxalement, c'est à la fois ce qui va faire que, effectivement, elle n'aura pas beaucoup d'influence sur les événements, mais c'est aussi ce qui va faire que les transitions entre avant, pendant et après seront plus simples. Oui, René Cassin, au moment de la Libération, dit la Légion, finalement, les anciens combattants ne sont pas fautifs, à part une poignée de traîtres et de naïfs. Et là, on retrouve évidemment un peu les caractéristiques d'un discours gaullien qui consiste à exempter une partie de la population pour cibler ceux qui ont été les plus affichés dans la participation au régime, à la collaboration. Oui, tout à fait. C'est tout à fait compatible avec le discours gaullien en général. Et par ailleurs, il faut préciser que René Cassin était une figure importante du mouvement combattant dans l'entre-deux-guerres. Alors, de l'Union fédérale, qui n'est pas l'organisation qui s'est le plus compromis avec le régime, mais c'est aussi sans doute un mouvement auquel il était attaché à titre personnel. Et d'ailleurs, il va s'impliquer dans sa reconstruction après 1945. Donc il y a le discours politique général et il y a aussi le fait que quelqu'un comme René Cassin, je pense, n'avait pas envie de mettre à bas le mouvement combattant. Et de fait, la plupart des légionnaires qui avaient adhéré, on n'avait pas grand-chose de concret à leur reprocher. Alors même si on n'avait pas grand-chose de concret à leur reprocher, vous montrez aussi que à l'échelle départementale, il arrive régulièrement
sans que des figures visibles de la Légion soient prises pour cible, soient menacées. Et on sent quand même qu'il y a un climat qui change à partir de 1942 en particulier, lorsque voilà, tout le pays est occupé, lorsque la guerre aussi commence, lorsque la carte de la guerre commence aussi à se modifier, après Stalingrad en particulier. On voit que être une figure visible de la Légion, certains se demandent si ça ne va pas leur attirer des ennuis, voire sont directement pris pour cible par la résistance. Oui, il y a des attentats résistants contre la Légion, alors contre, par exemple, les commerçants légionnaires qui se font dynamiter leurs boutiques. Encore une fois, c'est contre des cadres, c'est pas contre le légionnaire de base, mais c'est contre les grandes figures. Alors, il se trouve aussi que ces figures légionnaires qui sont attaquées, parfois, c'est un peu difficile de savoir pourquoi elles sont attaquées, parce que ce sont des gens qui ont différentes responsabilités, donc qui peuvent avoir pris des responsabilités municipales. Donc, on ne sait pas exactement toujours à quel titre elles sont attaquées. Le fait est que la Légion a mauvaise presse dans la résistance, ça c'est très clair. Et donc, à partir de 1943, quand il y a un certain nombre de cadres qui démissionnent, il est très difficile de leur trouver des remplaçants, en partie aussi parce qu'ils craignent un peu pour leur vie, sans doute pour certains. Juste un petit mot sur le vocabulaire, le terme de légion et certains mots employés à l'intérieur, ça renvoie à Rome, ça renvoie à un imaginaire beaucoup plus militariste que l'imaginaire d'une bonne partie des anciens combattants, quand même assez imprégné de pacifisme, de refus, disons, de la discipline pour une partie d'entre eux entre les deux guerres. Est-ce que ça, c'est une rupture? Est-ce que c'est vécu comme tel? Est-ce qu'on sait comment les gens ont vécu le fait de s'appeler légionnaire, alors qu'auparavant, ils signaient souvent leur courrier, les anciens combattants, salutations d'un camarade, etc. Monsieur et cher camarade, je ne vois comment c'est toujours ces lettres comme ça, monsieur, cher camarade, sans distinction de grade, etc. Là, on a quand même l'impression d'un truc beaucoup plus hiérarchique et puis beaucoup plus militaro-militariste. Ah oui, c'est beaucoup plus hiérarchique. Alors, le terme de légion en lui-même, il y avait eu des essais de fédération combattante dans l'entre-deux-guerres, de rassembler les différentes organisations. Et une des tentatives s'appelait la Légion des combattants français, je crois. Donc, c'était un terme qui avait déjà été utilisé pour ce type de rassemblement. Ensuite, à ce moment-là, évidemment, les anciens combattants ne se désignaient pas du tout comme légionnaires. Je pense que oui, c'est beaucoup plus hiérarchique et militariste, et ça correspond au fait qu'il y a une droitisation quand même du mouvement combattant entre le passage, à travers le passage entre les organisations anciens combattants de l'entre-deux-guerres et la Légion française des combattants, avec encore une fois les associations de droite qui sont beaucoup plus représentées. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est que le vocabulaire, en fait, on va remplacer souvent combattant par légionnaire. Donc là où on signait salutation combattante, on va mettre salutation légionnaire. Et c'est aussi souvent un signe c'est une façon de faire preuve de sa bonne volonté quand on écrit à l'autorité, de signer en mettant salutation légionnaire. C'est une façon de montrer qu'on s'est bien intégré dans le moule de l'organisation. Mais ça ne convient certainement pas à tous les anciens combattants. Alors pour terminer, de façon plus générale, je trouve que la démarche que vous adoptez est intéressante parce qu'il me semble qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté un ancrage très fort de l'histoire sociale avec l'attachement au quantitatif. On n'en a pas énormément parlé, mais il y a toute une série d'outils quantitatifs, dont des analyses factorielles que vous employez, c'est pas si courant, mais au service d'une démarche qui est aussi une démarche d'histoire politique. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que l'un de vos propos, c'est de repolitiser l'histoire de l'occupation? Ah oui, c'est totalement de repolitiser l'histoire de l'occupation parce que, alors, du point de vue du gouvernement de Vichy, c'est très établi dans l'historiographie que c'était un gouvernement de droite. Sauf quand on est de mauvaise foi, c'est très évident qu'il y avait quelques transfuges de la gauche, mais globalement, c'est toute la droite qui est représentée dans le gouvernement de Vichy. Mais étrangement, cette constatation n'a pas du tout été appliquée à la société. Et notamment à travers des notions comme le maréchalisme, on a des interprétations historiographiques qui tendent à chercher l'unanimité en fait de l'opinion publique. Donc une opinion publique qui serait plutôt favorable au régime au début et puis plus du tout à la fin. Et puis, en même temps, à dépolitiser un peu cette unanimité, c'est-à-dire qu'on est favorable au régime parce qu'on est favorable au maréchal, mais pas forcément parce qu'on est favorable à sa politique. À mon avis, ce sont des interprétations qui ne tiennent pas, c'est-à-dire que les divergences politiques, évidemment que la rupture de 1940 cause des bouleversements, mais les divergences politiques, elles subsistent pendant toute la période, et ça a été bien montré, par exemple, dans le livre de François Rouquet et Fabrice Virgili sur l'épuration, c'est qu'en fait, ces divergences politiques, elles ressortent au moment de se confronter à l'épuration. Et selon sa tendance politique, souvent, on n'a pas du tout la même opinion sur le sort à réserver au maréchal Pétain, par exemple, sur le sort à réserver aux grandes figures vichistes. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager? Oui, on en a un peu parlé au début. Il y a un livre que j'aime beaucoup sur la période, c'est donc le journal de Léon Werth, Déposition, qui est donc son journal sous l'occupation.
Et donc c'est très gros, mais on n'est pas obligé de le lire d'un coup. Et quand j'ai été chercher un peu des témoignages sur la Légion, c'est chez lui que j'ai trouvé vraiment l'image de la Légion la plus extraordinaire, parce que j'ai eu l'impression que tout ce que je pouvais essayer de faire ressortir comme subtilité sociologique, en un paragraphe, en fait, il avait déjà extrêmement bien dépeint l'organisation, alors de façon plus très caustique, puisque Léon Verte est très drôle, enfin, c'est un humour très désespéré. Mais voilà, je trouve que de même que certains cinéastes avec un plan en disent beaucoup plus que beaucoup d'historiens, quand on lit Léon Verte, on comprend très très bien la société sous Vichy. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Sophie Anglaret, Au service du maréchal, la Légion française des combattants 1940-1944 aux éditions du CNRS. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.